J'aimerais d'abord vous demander d'où vous est venue cette idée. Est-ce que vous avez été inspiré par un autre pays? Qu'est-ce qui vous a aidé dans cette démarche? Alors, d'abord bonjour, merci d'avoir organisé une telle rencontre parce que je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il est effectivement nécessaire de pouvoir faire passer cette loi dans un maximum de pays, parce que je crois profondément au fait que la gouvernance doit être mixte, et pour qu'elle soit mixte, il faut à un moment donné, malheureusement, passer par la loi, parce que vous l'avez évoqué vous-même, dans les conseils d'administration, vous êtes à 12%. Nous, en 2007, lorsqu'on commence à légiférer, on est à 4%. Donc voilà, et aujourd'hui, on est, dans les entreprises du CAC 40, on est à 33, presque 34%. Alors, qui m'a inspiré très rapidement, c'est la Norvège. Disons que le combat, très rapidement, a été pas facile à mener, c'est sûr, mais je pense que, étant vraiment, là aussi, comme vous l'avez rappelé, une femme de conviction, j'estimais qu'il était tout à fait normal que des femmes compétentes puissent être au sein de ces conseils d'administration, parce que pour moi, le conseil d'administration est le cœur battant d'une entreprise. Et c'est au sein de ce conseil d'administration que les avis ne doivent pas être des avis simplement masculins, mais une mixité permet sans aucun doute de trouver des solutions meilleures. Puis n'oublions jamais que nous sommes à ce moment-là au début d'une crise économique qui est réelle encore aujourd'hui. Donc simplement, il est clair que aujourd'hui, cette loi, on est en 2016, cette loi avance bien. On est à 33%, 34% pour le SBS 120, et je pense qu'au 1er janvier 2007, nous atteindrons les 40%. À M. Perrol, parce que je sais que M. Perrol a énormément féminisé la banque, et je sais que ça n'a pas été sans quelques obstacles d'autres personnes haut placées dans votre entreprise qui n'étaient peut-être pas aussi avant-gardistes que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Perrol, en quelques mots, comment vous y êtes parvenu? Alors d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Très impressionné par vous voir tous rassemblés aussitôt le matin. Notre groupe a 108 000 salariés dans 70 pays dans le monde et 90 000 salariés en France. Et quand je suis arrivé en 2009, j'ai constaté que c'était un groupe très masculin. Très masculin. Et l'image que je garde, c'est la première réunion que j'ai eue avec les patrons des banques populaires et des caisses d'épargne. Nous sommes un groupe très décentralisé. Donc nous avons 35 banques populaires et caisses d'épargne sur tout le territoire français. À l'époque, il y en avait 37. On a fait des fusions depuis. Et je suis arrivé, 36 hommes, une femme. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons 36 millions de clients, nous avons 108 000 salariés, et pour diriger nos banques, il y a 36 hommes. Alors, je me suis dit, il faut absolument que nous fassions quelque chose. Ensuite, j'ai regardé plus profondément les choses. Sur nos 108 000 salariés, nous avons 56% de femmes. Et nous avons, sur nos cadres dirigeants, 14% de femmes en 2009, 14%. 56% dans l'effectif, 14% parmi les cadres dirigeants et 20% parmi les managers. Donc, quelque chose qui n'est pas... Moi, je pense qu'il y a un impératif moral derrière cette question. Je pense que les inégalités de genre sont extrêmement présentes et sont absolument anormales. Et je pense que le sexisme est un problème et est un problème dans de très nombreux pays du monde. Allez, alors, je me dis, vous voyez, j'ai la chance avec ma compagne d'avoir 8 enfants. C'est une famille recomposée, oui, c'est une famille recomposée. Nous avons 8 enfants, 4 filles, 4 garçons.
Je n'imagine pas que mes 4 filles n'aient pas les mêmes opportunités que les 4 garçons sur le plan professionnel. Je n'imagine pas que, et d'ailleurs mes 4 garçons n'imaginent pas que leurs 4 sœurs n'aient pas les mêmes opportunités sur le plan professionnel. Donc pour moi c'est un impératif moral. Et par ailleurs, je pense que notre groupe, qui a autant d'hommes parmi ses dirigeants, n'exploite pas un potentiel de talent qui est celui de ces femmes. Et donc s'il n'exploite pas ses ressources, ça veut dire qu'il ne travaille pas bien. Donc ce que nous avons fait, nous avons mis en place une politique. Nous avons mis en place une politique avec des objectifs chiffrés, avec la mise en place de mesures d'accompagnement pour les femmes, pour les aider à oser, pour leur donner confiance et leur dire qu'elles avaient la possibilité de progresser dans l'entreprise comme les hommes. Et alors aujourd'hui, vous voyez, on a presque doublé le nombre de cadres dirigeants en proportion. On est à 25%. Alors, au bout de 6 ans, vous allez me dire, vous n'allez pas vite, mais on vient de 14%. Et donc, ça veut dire que les choses avancent. Et on a été, et je voulais ajouter ça simplement après j'en ai terminé, on a été très aidés par la loi de Marie-Jo Zimmermann et Jean-François Copé. Parce que ça a obligé d'accélérer le mouvement. Et ça a fait en sorte que dans nos conseils d'administration en banque populaire et en caisse d'épargne, où il y a au total 580 administrateurs, vous voyez, 580 administrateurs au total sur toutes ces banques régionales, eh bien il y a aujourd'hui près de 40% de femmes. Ce sont des sociétés non cotées, mais il y a près de 40%. Et alors je vais dire autre chose qui est très important. Ça nous a aidé à nous ouvrir sur le monde et à ressembler davantage au monde tel qu'il est et à la société française telle qu'elle est. Et ça a été une extraordinaire opportunité pour nos entreprises. Alors bien sûr, il y a eu des résistances. Quand j'abordais le sujet avec mes dirigeants, avec mes 36 dirigeants de Banque Populaire de Caisse d'Épargne, au début, ils se marraient. Vous voyez, il y avait des sujets sérieux, les fonds propres, le capital, les clients, et puis alors il y avait le sujet de détente, c'était la parité. Et maintenant, vous voyez, ils ne se marrent plus, parce qu'ils ont compris que c'était un sujet sérieux, et ils l'ont pris eux aussi en charge pour leur entreprise. Et ils le développent aussi pour leur entreprise. Et maintenant, c'est de ne pas avoir la mixité comme un objectif qui est devenu, en quelque sorte, on est en retard quand on n'a pas la mixité comme un objectif. Et je suis convaincu que dans quelques temps, eh bien, on pourra abandonner nos objectifs chiffrés parce qu'on aura une entreprise plus équilibrée, plus heureuse, où il sera mieux de travailler pour l'ensemble de nos salariés, les femmes comme les hommes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je me bats sur ce sujet. Et c'est vrai qu'il faut se battre parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup les hommes parfois se sentent attaqués. Il y a beaucoup de résistance dans les mentalités, ça a été dit tout à l'heure, et c'est très vrai. Mais je crois que si on parle de ce sujet, si on l'évoque, si on en fait une politique, si on en fait quelque chose d'utile, et c'est quelque chose d'utile pour nos entreprises, eh bien vous progressez. Et je dirais au départ, je me disais les objectifs chiffrés, les lois, bon, en fait c'est fondamental. Parce que sans la loi Copé-Zimmermann, nous serions en France comme est le Canada aujourd'hui, c'est-à-dire avec 12% de femmes dans les conseils d'administration. Et ce n'est pas une situation normale. Voilà ce que je peux dire en tant qu'homme, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que citoyen, c'est pas une situation normale. Alors, Monsieur Perrol, est-ce que vous vous estimez représentatif des patrons en France ou est-ce que vous êtes vraiment, vous avez votre propre style et je sais que vous avez participé à un livre avec 12 patrons intitulé « Mixité quand les hommes s'engagent ». Mais d'ici, on n'a pas vraiment la perspective. Est-ce que des François Perrol, il y en a beaucoup ou est-ce que vous êtes l'exception et vous êtes en train de vous battre pour faire avancer les mentalités ? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de patrons qui s'intéressent à ce sujet. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que ceux qui ne s'y intéressent pas se disent « Ouh là là, quand même, il faudrait peut-être, je vois tous mes collègues qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au sujet, à faire de la
diversité, de la mixité, un élément de transformation de leur entreprise, et donc ils sont de plus en plus nombreux. Donc moi je suis très optimiste là-dessus. Mais il faut pas, comment dire, il faut se battre. Voilà. Il faut se battre, il faut s'engager. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être engagés dans cette affaire-là. Moi, je pense que c'est très important. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un petit sujet. C'est pas une petite question. C'est une question très importante pour notre société. Notre société sera plus heureuse. À mon avis, nos entreprises sont plus heureuses si elles sont davantage représentatives de ce qu'est la société. Donc, on est de plus en plus nombreux. Voilà. On est de plus en plus nombreux. Je dirais pas qu'on est des cohortes, mais enfin, on est de plus en plus nombreux que ce soit Stéphane Richard chez Orange, que ce soit Patrick Pouyanné chez Total, ils sont maintenant, alors, une majorité d'hommes là-dedans, et donc demain, eh bien, il y aura des femmes. L'autre chose que je voulais dire, nos conseils d'administration mixtes, quand il faut nommer des dirigeants, eh bien, ils pensent plus spontanément aux femmes que les conseils d'administration qui étaient composés que d'hommes, qui avaient tendance quand même à aller chercher des gens, parce que c'est le réflexe, des gens qui vous ressemblent. Donc les hommes choisissaient des hommes. Je pense que les conseils mixtes, eh bien, ils ont une vision plus large des talents dans la société. Et donc ils sont capables d'aller chercher, de mettre en compétition des femmes avec les hommes et de choisir de façon beaucoup plus intelligente. Donc moi je pense que c'est un immense progrès. Et je suis sûr que le Canada va progresser, mais il faut que vous votiez une loi. Je n'ai pas donné de conseils aux Canadiens, moi. Je m'en garderai bien, mais vous ne le regretterez pas si vous le faites. Ben écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus au Canada, je sais quand je suis allée en France au mois de décembre, les gens étaient très surpris par les statistiques que j'avançais, parce que le Canada est vu par rapport à la France comme un pays plus avant-gardiste et plus en avance en termes des mentalités. Et c'est vrai, dans les faits, c'est le cas, parce que je vais me permettre de lire simplement une phrase de ce fameux livre qui m'a fait beaucoup sourire. Moi, j'ai vécu longtemps en France, j'ai été mariée 2 fois avec des Français, donc je connais bien. Mais juste une phrase qui m'a amusée, qui donne un petit peu le ton. Alors vous disiez, j'ai entendu ceci après avoir proposé une nomination féminine. Une femme à ce niveau de responsabilité, ça n'est pas possible. Pas dans le Sud, en plus on en a déjà une au marketing. C'est une histoire vécue, c'est moi qui racontais ça. C'est ça. Je crois, hein. Exactement. Oui. Mais c'est une histoire vécue dans une de nos banques régionales, où je voulais que nous puissions nommer patronne de tout ce qui est le marché des particuliers. Donc la banque de détail, une femme compétente, qui avait les qualités pour cela. Et le patron m'a répondu, c'était le cri du cœur. Il m'a dit non, une femme, c'est pas possible. On en a déjà une au marketing. Il a ajouté, dans le Sud, ils ne vont pas supporter. C'est pas vrai, tout est faux. Tout est faux. Les hommes dans le Sud l'auraient supporté très bien. Et c'est pas parce qu'il y avait une femme au marketing que, mais c'était, voilà, il exprimait au fond, de façon assez naturelle, malheureusement, je crois, quelque chose qu'il pensait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut se battre contre les préjugés des mentalités qui sont parfois un peu accrochés à des choses anciennes. Lucille, pour ta part, dis-moi, est-ce que tu as l'impression que les femmes se préparent de plus en plus? Est-ce que leur désir de faire avancer leur carrière et d'accéder à des conseils, tu le ressens? De un. Et de deux, ma deuxième question sera vraiment de t'adresser aux femmes qui sont ici, aux Québécoises, qui ont un intérêt, peut-être même, puisque nous n'avons pas de quota et que nous avons un petit peu plus de mal à ouvrir la porte des conseils ici, et que nous parlons français et que nous avons l'expérience nord-américaine, je vous vends là, hein, on pourrait peut-être aspirer à siéger sur des conseils à Paris 3-4 fois par an en se Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et bien sûr. Moi, je suis preneur aussi. Oui. Voilà, alors là, il y a carrément un client à côté qui... On arrive. Notre deuxième marché, c'est l'Amérique du Nord. Voilà. Alors, les États-Unis, hein, pour l'essentiel. Un petit peu le Canada, pas assez, en banque de grande clientèle, mais notre deuxième marché, c'est l'Amérique du Nord. Et donc, des profils internationaux pour le conseil de Natixis, qui est une grande banque d'affaires, et pour le conseil de BPCE, qui est le conseil du groupe, bien sûr. Donc, si vous avez des CV, il faut me les envoyer. Moi, je suis très honnête. Eh bien, au début, nous sommes allés voir des femmes que nous avons identifiées, parce que nous sommes chasseurs de tête.
Donc c'est notre métier que d'identifier les talents et les compétences. Et comme curieusement, nous sommes le seul cabinet à s'être orienté dans cette voie de la gouvernance au féminin pour pouvoir afin de pouvoir répondre à des centaines et des centaines de demandes, ça s'est su. Avec le dynamisme de Caroline en plus sur les réseaux sociaux, ça a vraiment donné un coup de boost. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'appels entrants, enfin de demandes entrantes de femmes qui souhaitent s'inscrire dans le vivier, que nous recevons. Alors, ou par Skype, quand ce sont des femmes qui n'habitent pas en France, ou physiquement dans nos bureaux, et nous sommes 4-5 consultants à recevoir toutes ces personnes, à les valider, parce qu'il ne s'agit pas que d'empiler des CV, mais vraiment de pouvoir évaluer un savoir-être et un savoir-faire, et la disponibilité, parce que c'est bien beau de vouloir des mandats, mais ça prend du temps, et dans des parcours extrêmement, avec des agendas extrêmement bookés, si on s'engage dans une société en tant qu'administrateur indépendant, il faut savoir que c'est au moins 4 réunions par an, avec un travail amont et un travail aval. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Alors, bonjour à nos 3 invités. Merci des très beaux témoignages. Mon nom est Fanny Jacques, vice-présidente des ressources humaines chez ABB Canada. Ma question va se diriger à M. Perrol. Je pense que vous avez fait un témoignage assez percutant et j'aimerais comprendre à haut niveau quels sont les types de mesures d'accommodement que votre société a mises en place pour évidemment arriver à avoir des résultats aussi impressionnants. Donc, je sais qu'on a peu de temps, mais si vous pouvez partager avec moi et avec les invités peut-être des pistes de solutions. Merci. Merci. Ce qu'on a fait. Premièrement, on a mis en place des objectifs chiffrés pour le pourcentage de femmes cadres et le pourcentage de femmes dirigeantes à l'intérieur du groupe, pour le groupe dans son ensemble et pour chacune des entreprises du groupe. On a également mis en place des objectifs chiffrés pour tous les programmes de formation qui sont ouverts aux dirigeants du groupe, de telle manière que nous ayons la parité dans ces programmes de formation pour pouvoir construire des parcours pour les hommes bien sûr, mais aussi pour les femmes et les talents du groupe. On a un programme pour les jeunes talents, on a un programme pour les futurs dirigeants, on a un programme pour les managers. Là, on a un objectif et on a maintenant la parité dans tous ces programmes de formation. Troisièmement, on a passé un accord avec les organisations syndicales sur l'égalité professionnelle. Donc on a négocié un accord au niveau du groupe avec l'ensemble des organisations syndicales qui prévoit des mesures d'égalité professionnelle en matière salariale et en matière où on reprend nos objectifs chiffrés. Quatrièmement, on a mis en place des mesures d'accompagnement en termes de processus ressources humaines. Par exemple, quand on passe un contrat avec un cabinet de recrutement pour une chasse, on demande systématiquement au cabinet de nous proposer à parité des candidatures masculines et des candidatures féminines. Dans les process internes, on demande qu'il y ait toujours des candidatures féminines et des candidatures masculines, de façon à ce que le choix puisse être fait. Cinquièmement, on a mis en place des mesures d'accompagnement entre guillemets plus soft, mais qui sont très importantes, du type, par exemple, la mise en place de réseaux de femmes. Ce sont des initiatives qui sont prises dans les entreprises où les femmes cadres et dirigeantes se regroupent entre elles, organisent des réseaux, font du mentoring, organisent du coaching. On a mis en place des programmes de formation du type, par exemple, comment réussir sa carrière au féminin, qui ont beaucoup de succès parce que on s'aperçoit qu'en fait il y a des spécificités. On a aménagé les parcours parce qu'il y a des maternités qui interrompent les carrières et donc il faut qu'en tenir compte dans la façon dont on fait progresser nos dirigeantes dans le groupe. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Là, on est en train de négocier sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail en incorporant des mesures sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Voilà, donc il faut faire toute une série de choses. Et le plus important, c'est en parler toujours et que ça soit porté par les dirigeants. Et pas pour faire, mais parce qu'ils y croient. Et donc moi je fais de la pédagogie à l'intérieur du groupe et à l'extérieur du groupe pour dire c'est un sujet important. Et vous en êtes responsable, comme moi j'en suis responsable, ça fait partie de vos objectifs.
Merci, en espérant vous voir à Montréal un jour. Merci, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Nous, notre première cible, c'est d'aller dans ces sociétés qui sont très très masculines, parce que c'est là où elles ont besoin de femmes. Et les femmes qu'on a pu rencontrer ont envie d'aller dans ces sociétés où il y a beaucoup d'hommes pour montrer ce qu'elles savent faire, pour apporter la touche féminine, la différence qui va amener la société à une meilleure croissance. C'est plus intéressant, à mon avis, pour une femme d'aller dans une société très très masculine et d'y mettre son empreinte plutôt que d'aller dans une société où il y a déjà beaucoup de femmes. C'est un challenge, on va dire. Et comme ce sont des femmes courageuses et audacieuses, l'idée d'aller dans ces sociétés masculines leur convient tout à fait. Alors, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à toutes nos questions. J'aimerais vraiment, vraiment, très sincèrement, du fond du cœur, vous remercier chaleureusement pour le temps que vous nous avez consacré ce matin, parce que ça, c'est une démonstration énorme de générosité. Vous n'êtes pas dans votre milieu, pas dans votre pays, pas dans des industries à qui vous pouvez vendre quoi que ce soit, mais vous êtes là néanmoins pour partager vos connaissances, partager votre expérience et aider le Canada à faire un pas de plus. Alors vraiment, très chaleureusement, merci. À vous trois, on vous attend au Canada. Merci. Merci à vous. Et vive